Rolf est né en 1966, qui est une grande année, dixit Éric Ledroux. Il est né à 50 km de Strasbourg, c'est ça? Oui. Tu as fait un peu d'études d'économie, sciences politiques. Et puis, alors, ce qui est étonnant, c'est que tu as un père allemand, une épouse espagnole et une famille italienne. Non, une maman espagnole et une épouse italienne. Et c'est chaud tout ça, non? Ouais, surtout qu'on ne dirait pas, mais les Allemands, les Espagnols, donc mes origines ont quelque chose en commun, c'est l'approche communicative très directe, versus les Français, les Italiens, qui sont beaucoup plus élégants et indirects, et donc ça peut créer des malentendus. Oui, mais toi, tu vois, quand tu étais petit, tu rêvais de devenir chanteur, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, mais bon, à l'âge de 6. À 6 ans, quoi. Alors, donc, j'étais très petit, ouais. De 2009 à 2021, tu es au sein du groupe Prisma Media. Ouais. Alors, pour les Français qui ne te connaîtraient pas, d'abord, c'est un géant. Ça représente quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme titre et d'activité dans les médias au sens large, Rolf? Oui, alors donc Géo, Capital, Femme Actuelle, Télé Loisirs, Voici, Gala, Ça m'intéresse et beaucoup d'autres marques de magazines. Donc, ça représente pratiquement toute la France aujourd'hui en termes de lecteurs et aussi d'utilisateurs sur le digital. Et là, il y a une résonance mondiale, parce que ce n'est pas que la France, attention sur le groupe. Hein. Alors, le groupe Prisma faisait partie du groupe Bertelsmann, quand j'étais à la tête de Prisma Media. Et ensuite, nous l'avons vendu au groupe Bolloré, à Vivendi. Vivendi. On avait reçu d'ailleurs Capital, le magazine Capital, qui est né en 1991. Et Rémi Dessart, qui était le patron de l'époque, avait fait sa première intervention ici au Wine Business, qui avait quelques jours également. Ah ouais. Toi, dans ta carrière, dans Bertelsmann, tu t'es occupé des également au niveau international, mon cher Rolf, en Europe, mais aussi tu as vécu une belle aventure en développement en Amérique du Sud. Oui, on avait des licences en Amérique du Sud. Après, c'était plus intéressant en Chine, parce que on va dire qu'Amérique du Sud s'était développé mais pas lancé. En Chine, c'était acheté, entré dans le marché. Donc là, effectivement, il y a eu des moments un peu délicats quand on était pratiquement très proche de la signature d'une acquisition d'une entreprise leader dans la presse magazine féminine, que j'arrive et je sais que le lendemain devaient arriver aussi les équipes de due diligence du groupe Bertelsmann. Oui. Et en fait, j'apprends qu'à la tête du ministère qui doit valider l'acquisition avait changé la personne et la nouvelle responsable me dit qu'en fait, on ne va pas vendre. Et mon supérieur hiérarchique me demande de le cacher auprès des juristes du groupe qui étaient en train d'arriver, le temps qu'on comprenne mieux, etc. Et donc pendant 2-3 jours, il y a eu un peu de flottement et après, on a réussi 3 ans plus tard, je crois, à l'acheter. Alors, tu as également, donc après, tu as changé d'univers, si je puis dire, et tu es passé dans le e-commerce, dans le meuble. C'était quelle aventure, Rolf? Ça, c'est une aventure très, très courte. Là, du coup, aussi, il y avait des trucs chinois parce qu'on achetait des meubles en Chine et on les vendait en Europe, un peu partout. C'était une parenthèse, effectivement, au sein de ma carrière qui était par ailleurs très mono-industrie, parce que c'était 30 ans dans les médias, grosso modo. Beaucoup de géographie et beaucoup de différents médias, mais toujours dans les médias. Et donc l'e-commerce, c'est vrai qu'en termes de expertise digitale, etc., ça m'a apporté quelque chose et c'était intéressant, mais je n'aurais pas fait 30 ans dans l'e-commerce. Mais on ne peut pas lutter contre Amazon, ça ne sert à rien de lancer ces sites pourris, tout ça, là, non? On était aussi sur Amazon, donc en fait, quand tu ne peux pas lutter, tu te maries et tu fais des choses ensemble. Ouais. Ça, on va y réfléchir. Alors, depuis le mois de juin 2024, donc tout récemment, tu as atteint donc ton nirvana professionnel en rejoignant donc ce titre de directeur général de l'équipe. L'équipe, un petit peu sur l'historique, on a vu 1944 Éminence, on verra 1908 pour Interflora. C'était créé quand le titre, l'équipe, et aujourd'hui ça appartient à qui? Donc ça fait maintenant 78 ans. Le propriétaire, dont l'actionnaire, c'est la famille Amaury, ce qui est fort dans le paysage des titres de presse en France, hein, parce qu'aujourd'hui, les entreprises de presse sont pratiquement toutes dans les mains de grands industriels. Donc là, c'est familial. Hein. Et là, c'est une famille qui vient de l'éditorial et pas de notre secteur industriel. Et aujourd'hui, donc, ça représente quoi, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, sur l'activité? Ouais. Donc c'est une belle ETI. Et alors, donc, dans le groupe, il y a aussi quand même des gens qui organisent des événements un peu sympas, non? Le Ballon d'Or, par exemple, oui, par exemple. Dans 2 semaines, c'est exactement dans 2 semaines. On saura qui aura gagné le Ballon d'Or avec une audience mondiale de
5,4 milliards de personnes qui sont touchées au travers des réseaux sociaux, surtout par rapport à l'événement du Ballon d'Or. Et donc, oui, c'est vrai, c'est une marque du groupe Amaury. Et le Tour de France, ça représente combien, le Tour de France? Le Tour de France a été inventé par l'équipe, à la base parce que l'équipe avait besoin de contenu pour en fait, parler de choses intéressantes dans le journal. Et donc, c'est comme ça que le Tour de France est né, qui est aujourd'hui organisé par une entreprise sœur dans le groupe ASO, Amaury Sport Organization. Ouais, super groupe. Quand même. Alors aujourd'hui, donc le papier, l'équipe, ça représente combien d'exemplaires vendus chaque jour, Rolf? Alors, donc c'est 220 000 en moyenne, avec des journées JO au-dessus de 300 000. Après, quand il n'y a pas d'événement et pas d'actualité forte, bien sûr, moins que ça, et en moyenne, ça fait 220 000 par jour. 220 000. Mais c'est œcuménique, c'est-à-dire tout le monde lit l'équipe, quoi, quelle que soit sa position sociale. Ça va du grand patron qui est dans l'avion, là, jusqu'à monsieur qui prend un petit café sympa au café du coin. Oui, pourtant, ici, je vois que c'est nous sommes donc un groupe de CSP++, j'ai envie de dire, parce que vous êtes très presse versus la population française, que quand je regarde, en fait, l'audience de la chaîne, elle est quand même aujourd'hui beaucoup plus élevée que l'audience qu'on a sur le digital et sur le journal, alors qu'ici, à peu près, les mains qui se sont levées étaient à peu près 50-50. La télé, mais alors, ça sert à quoi d'investir dans une chaîne de télé? Ça coûte un pognon fou, comme dirait l'autre. Toi, tu n'as pas le pognon pour t'acheter les droits télé de super événements, donc on va se limiter avec le Scrabble ou le je sais pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que, quel est l'intérêt d'investir dans une chaîne de télé aujourd'hui, Rolf? Alors, déjà, ça fait 27 ans que le groupe... Vous savez, il y a 27 ans, le groupe Amaury a lancé la chaîne télé, que je ne sais plus même pas comment elle s'appelait à l'époque, Mais aujourd'hui, ça fait juste partie d'un écosystème de médias dans lequel il y a de plus en plus de synergie. Parce que, par exemple, si j'investis dans un documentaire, je vais le mettre, oui, dans la grille de télé en clair un certain jour, mais je vais aussi le mettre sur le site, la plateforme L'équipe, et ça va générer beaucoup d'abonnés payants, parce que c'est des contenus très forts qui vraiment sont le premier levier pour croître le portfolio d'abonnés. Par exemple, les documentaires qu'on a pu faire sur Paul Pogba, sur un tennisman ukrainien qui a laissé les balles de tennis pour les vraies balles pour aller défendre son pays. En fait, c'est des formats qui ont plusieurs vies aussi, qu'on va essayer de monétiser à plusieurs moments sur plusieurs canaux et de revendre par ailleurs à l'étranger, etc. Donc, c'est une équation économique globale par rapport au groupe et qu'on ne peut pas simplement apprécier canal par canal. Les enjeux du sport féminin, parce qu'on en parle, c'est très bien, tout est féminin. Ça fait un peu d'audience ou il y a juste... De plus en plus, c'est vrai que sur le foot, ça reste quand même très, bien sûr, très en dessous du foot masculin. Bon, Paris FC, c'est une super équipe féminine. Mais, en tout cas, je pense que c'est un sport sur lequel il faut parier sur l'avenir et le développer, lui donner beaucoup plus de visibilité. Si je me souviens, il y a 20 ans, 30 ans, le foot féminin versus aujourd'hui le foot féminin, rien qu'en qualité technique et jeu qu'on voit sur le terrain de jeu, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que ça va devenir de plus en plus fort. Comment tu as vécu les JO et les paras ? C'était presque une ivresse, j'ai envie de dire, parce que tout le monde, du coup, était heureux, et ça, à Paris. Donc, c'est normal, peut-être, quand tu es en juillet-août, au lieu de vacances, tu vois des gens heureux partout, mais de voir des gens heureux à Paris, sur les rues, au quotidien, c'était magnifique. Et donc, chez nous aussi, c'était super. On a vécu un moment incroyablement fort en termes de couverture de l'événement et tout.
Donc, c'était un grand moment, quoi. C'était... Et bon. aujourd'hui, donc, quand on n'aura plus de Coupe du Monde de foot, de rugby, de JO, ça va être. Il faut créer l'événement, il faut créer nous l'événement, Ouais. inventer des choses, inventer, je ne sais pas, des nouvelles compètes. On a vu qu'un match de streamer entre France et Espagne qui peut attirer un public énorme, alors que ces gens-là sont rien des footballeurs. Donc en fait, faut être inventif. Et pour la pub, si je fais un peu de pub, il y a encore des écrans disponibles ou alors c'est bouclé là, pour les 20 prochaines années, quoi. Pas seulement des écrans, mais carrément des solutions de business partenariat pour ensemble avec créer le de la papier, valeur. le digital, tout ce que Oui, tu oui, disais tout à l'heure, quoi. c'est exactement notre approche. Toi, côté vin en gastronomie, est-ce que tu as une émotion d'un resto? Oublions les Allemands, non, je plaisante. On peut garder évidemment les Allemands, ou les Italiens, ou les Espagnols, ou les Français. Ton meilleur souvenir de gastronomie, voilà, et ton meilleur souvenir de dégustation, quel est-il? Quels sont-ils? Gastronomie. Alors, de gastronomie, c'est en Catalogne espagnole. Faut dire, donc ma maman est de Barcelone. Bravo. Moi, c'est vrai que j'ai grandi à 50 km de Strasbourg, mais côté allemand. Bon, les chefs à Gérone, même à Barcelone, ça c'était les meilleurs moments que j'ai eu gastronomiquement. Les vins, je suis pas expert, je suis amateur et en fait, mais quand même, je reste sur l'Espagne. J'ai mis un 4e pays dans la course pour les meilleurs vins parce que j'adore les vins qui ont du corps et par exemple les rouges de Ribera del Duero. Très bon choix. Donc voilà, donc j'ajoute ça dans la compète. Et pour terminer avant les questions, là, tes fistons au tennis, ils te battent ou pas? Ouais, ça fait un petit moment qu'ils me battent alors qu'ils ont juste... C'est agaçant, non, de se faire battre par tes enfants 12 et 9 ans. En fait, moi, j'étais plutôt heureux parce que j'ai jamais été dans la compète de tennis. Fils, en fait, non, mais moi, c'est tout mon bonheur quand je les vois jouer et qu'ils battent n'importe qui, même si c'est moi, c'est pas grave. Ouais, je pense que ça, déjà, on le voit. Je pense que c'est une case study au niveau global en termes d'organisation d'événements. Donc, il y a, je pense, quelque part, quelque chose qui a créé un patrimoine, même historiquement parlant, qui va peut-être être inspirant pour des événements à venir, créer de l'émulation. Après, est-ce qu'il reste un intérêt plus important, par exemple, par rapport à certains sports? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'après un grand événement, l'audience et le trafic, ouais, ça retombe un peu. C'est pas ça reste haut parce qu'il y a d'autres choses. Non, ça retombe un peu parce que ce qu'il y a, c'est pas au niveau de ce qu'on a vécu. Donc, bon. Mais en tout cas, c'est une question qu'on pourra se reposer dans un an aussi. Aucune ligne politique. Un peu quand même, un petit peu, non? Non, par contre... ETI familial, tout ça, non? En fait, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui travaillent à l'équipe ont toutes une conviction politique, ça c'est sûr. Et ça c'est bien. Plutôt, après, d'un point de vue mais vraiment du groupe et de la ligne éditoriale, c'est important, on n'a pas de ligne politique. On a, oui, des valeurs. Donc, valeurs du respect, de la diversité, etc. Bon, les valeurs RSE, j'ai envie de dire, oui, ça c'est dans le groupe. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est une ligne politique? Je dirais que non, il y tient beaucoup de ne pas en avoir en fait. L'hymne russe, ça peut manquer de temps en temps, l'hymne russe en ce moment ou pas? L'hymne russe. L'hymne russe, de la jouer ou pas la jouer Mais quelle est la position là-dessus? Oui, oui. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a une position ou pas d'ailleurs? C'est une bonne question en fait. Et je ne sais pas par ailleurs, parce que peut-être que ça a été thématisé, mais je ne saurais même pas dire aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça évolue aussi. Il y a eu des premières... on se souvient quand il y avait des matchs entre une personne d'origine russe et une personne d'origine ukrainienne, que ça n'allait pas. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus normal. Bon. Donc, je ne sais pas. C'est une question difficile, hein, c'est pas facile. Et le management, pour terminer, du journaliste, ne doit pas être facile, ça, parce qu'un ego démesuré, chacun son truc, indépendant. Enfin, pour manager des journalistes, il faut... Non? Oui.
Non, mais après, je ne sais même pas si le mot manager est le bon mot, parce que, bon, une rédaction au sein d'un groupe de presse qui tient à la liberté éditoriale a une certaine indépendance aussi. Après, bon, ma façon de diriger, de toute façon, une façon de co-construire. Donc, le sujet, c'est co-construire ensemble avec la direction de la rédaction et avec l'équipe de rédacteurs en chef, et ensemble développer nos médias et lancer de nouvelles activités. Bon, donc là, on trouve du terrain commun, beaucoup. Bon, il devait être lui aussi formidable. Il a été, on l'applaudit très chaleureusement, Rolf. Merci d'avoir répondu présent à l'interview. Merci.